La première édition du concours Computing, Building and Entrepreneurship a eu lieu hier au centre American Space à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Les Néo-Zélandais rendent hommage aux victimes des attentats du vendredi 15 mars dernier. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Computing Building Entrepreneurship, c'est ainsi que se dénomme un concours initié par l'Association catholique des étudiants juristes Saint-Joseph de Cupertino. La première édition s'est tenue hier au centre American Space à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. 3 groupes d'étudiants porteurs de projets étaient en compétition. Le choix du jury s'est porté sur le meilleur projet capable de booster l'initiation ou le renforcement de capacités des étudiants en informatique. Dangui Dangui. L'équipe de Patricia a remporté le prix du meilleur projet. 3 projets d'initiation et de renforcement des capacités des élèves et étudiants en informatique ont été présentés au jury. C'était ce samedi lors de la première édition du concours Computing Building and Entrepreneurship, une initiative de l'Association catholique des étudiants juristes Saint-Joseph de Cupertino. Mettre en place un projet qui permettra, sur toute l'étendue du territoire national, inculquer des cours d'informatique de la 6e à la terminale pour le secondaire et du premier niveau à l'université jusqu'en thèse, afin de pouvoir permettre à tout un chacun, à ceux qui ne sont pas encore en emploi, de pouvoir maîtriser l'outil informatique et être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Patricia et son coéquipier espèrent que leur projet va être financé afin de donner l'opportunité aux élèves et étudiants de développer des compétences en informatique à moindre frais. La plupart des étudiants font le même constat. L'apprentissage de l'informatique est encore timide dans les établissements scolaires et universitaires publics. Il est demandé aux nouveaux embauchés de maîtriser l'informatique en plus de leur formation de base, alors que l'informatique n'est pas toujours étudiée dans les lycées. Il était dit dans le temps que l'analphabète, c'est celui qui ne sait pas écrire ni lire. Mais aujourd'hui, un étudiant avec un bagage intellectuel, avec tous les diplômes, mais qui ne maîtrise pas l'outil informatique, est comme quelqu'un qui n'a pas de pieds et qui marche avec des béquilles. Les membres de cette association d'étudiants sont convaincus que le financement des différents projets présentés lors de ce concours permettra d'inverser la tendance. L'accès à la formation du système informatique se voit de plus en plus cher. Donc nous avons estimé d'initier cette initiative pour cette formation pour permettre aux jeunes de se familiariser avec l'outil informatique. Ce sont de très bons projets. Est-ce que les écoles pourront supporter ce budget-là? Voici la question. Mais si nous mettons en contribution de petites cotisations de la part des élèves, des étudiants eux-mêmes, vous allez constater que ce budget-là sera supporté. À travers son concours dénommé Computing Building and Entrepreneurship, l'Association catholique des étudiants juristes Saint-Joseph de Cupertino entend contribuer à l'initiation et au renforcement des capacités des étudiants en outils informatiques et de développement de compétences. Les instituteurs de Côte d'Ivoire pourront eux aussi renforcer leurs capacités grâce à des livrets qu'ils ont reçus récemment. C'est une action du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers le projet IFADEM-PAPDES. Ces livrets vont aussi permettre de corriger les insuffisances des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques. Théodore Zouzou, Dangui Dangui. 50 000 livrets destinés à 10 000 instituteurs, 15 000 directeurs d'écoles primaires et 1000 chefs d'établissement secondaire sur toute l'étendue du territoire national, remis aux inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire et aux chefs d'antenne de la pédagogie et de la formation continue. Ce geste de l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre du projet IFADEM-PADES vise à renforcer les capacités des enseignants et à corriger les insuffisances des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques à travers la méthodologie de la formation à distance. Le projet IFADEM est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 4 milliards de francs CFA. On a plus de 150 inspecteurs de l'enseignement primaire et 18 chefs d'antenne qui sont réunis ici aujourd'hui. On leur donne les livrets, on leur explique ce qu'il y a à l'intérieur et on leur explique aussi comment ils doivent expliquer le contenu
aux tuteurs. Cette remise de kits aux superviseurs a pour but de leur apporter une formation accélérée sur le contenu des livrets et la maîtrise du texte permettant de mesurer l'impact de l'enseignement dispensé aux élèves. Ce projet que nous avons obtenu, c'est pour appuyer l'éducation nationale, améliorer les compétences des instituteurs dans la pédagogie Inuit. Une action appréciée par les différents bénéficiaires. Cette formation, je crois qu'elle vient à point nommé. Nous sommes en train de recevoir une formation IFADEM. C'est le lieu pour nous de saluer l'initiative du ministère de l'Éducation nationale. Prévu initialement cette année pour une durée de 6 mois, le projet IFADEM va désormais se tenir en 3 mois du fait de la crise de l'école ivoirienne. Le projet IFADEM est également mis en œuvre dans plus de 15 pays dans le monde. L'école primaire publique Gbagba à Bingerville dispose désormais d'une bibliothèque et d'un bâtiment totalement rénové. C'est une action de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Coût des travaux, plus de 15 millions de francs CFA. Nous restons avec Dangui Dangui. À peine inaugurée ce vendredi, les élèves tutoient ses livres. L'école primaire publique Gbagba de Bingerville a désormais sa bibliothèque. C'est un don de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. On est content d'avoir une bibliothèque. Prochainement, on va avoir des livres, des contes pour lire. La bibliothèque, ça nous apprend à lire, puis on va s'améliorer à la lecture. Avant, c'était désagréable à voir. Les classes sont sales, les tôles, la pluie. Ça mouillait les bancs, ça nous mouillait. En plus de la bibliothèque, la communauté libanaise finance également la réhabilitation de ce bâtiment de l'école. Autant de bonnes nouvelles pour les parents d'élèves et les responsables de l'éducation nationale de la localité. Vraiment, l'école, ce n'était pas en bon état. Il n'y avait pas la toiture, le plafond. Et puis vraiment, c'est une très ancienne école. Cet événement-là nous rend vraiment heureux. L'école était dans un état vraiment très avancé. Il n'y avait plus de portes dans les salles de classe. On ne pouvait plus faire d'examen parce que quand il pleut, on est obligé de faire venir des cuvettes et des seaux pour recueillir de l'eau. Donc ça gênait beaucoup les élèves dans leur apprentissage. Donc on était dans l'obligation de délocaliser le centre parce qu'on ne pouvait plus faire passer, on ne pouvait plus organiser l'examen de CEPE ici. On a accepté de réouvrir ce centre. Coût total des investissements de la communauté libanaise à l'EPP Gbagba de Bingerville. Plus de 15 millions de nos francs. Aux côtés des autorités, cette communauté entend poursuivre son soutien au système éducatif ivoirien. Quand je suis arrivé, Madame Juliette Conan m'a dit de passer voir l'école. Et quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a attaché à cette école, qui fait plus que 100 ans. Et j'ai senti que j'avais envie de travailler sur cette école. Et j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. Et puis vite les dons sont arrivés. Je lance un appel à tous ceux qui peuvent nous accompagner, à tous les cadres de Bingerville, à tous les élèves, tous ceux qui sont passés par cette école, qui une fois dans leur vie, donc cette école a contribué donc à leur éducation. Nous lançons un appel pour que chacun d'eux vienne aider la municipalité donc à réhabiliter et à équiper cette école. L'école primaire publique Gbagba de Bingerville a été créée en 1915. De nombreuses salles de classe ont été déjà réhabilitées, certes, mais beaucoup d'entre elles attendent toujours l'aide des hommes de bonne volonté pour retrouver une nouvelle jeunesse. Dans le domaine de l'environnement, plusieurs experts issus de 20 pays africains étaient en conclave à Mans, dans l'ouest ivoirien. Cette rencontre, la première du genre, vise à trouver des solutions idoines pour une gestion transfrontalière efficace des sites du patrimoine mondial sur le continent. Elle était placée sous l'égide du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. On en parle avec notre correspondante à Mans, Eve Bouy. Cette première réunion régionale se tient à Mans, à une centaine de kilomètres de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, site transfrontalier du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Plusieurs experts, dont des gestionnaires des sites, des partenaires techniques et financiers issus de 20 pays africains, ont planché durant 4 jours sur la coopération transfrontalière pour une gestion efficace des sites du patrimoine mondial en Afrique. Cet atelier a permis aux participants d'échanger et de partager les expériences. Il est vrai que c'est plus difficile en fait de gérer un site du patrimoine mondial qui est entre 2 pays, voire 3 pays, parce que vous comprenez bien que tout le monde doit faire des efforts redoublés pour la gestion conjointe. Nous allons essayer de tirer les bonnes leçons de l'Afrique de manière à pouvoir les partager avec le reste du monde. L'exercice qui a été le nôtre pendant ces jours, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons concilier à la fois les impératifs du développement du continent, mais également les enjeux stratégiques de conservation. Définir en quelque sorte des recommandations qui permettraient à terme d'améliorer la gestion des sites du patrimoine mondial transfrontalier en Afrique. Chaque pays et chaque consultant, chaque expert était venu donner son point de vue à travers ces travaux de recherche pour améliorer les politiques de gestion et de la coopération transfrontalière. Les gestionnaires de la réserve naturelle intégrale du Monemba, à cheval sur la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, ont déjà une certaine longueur d'avance. Nous rentrons d'un voyage de rencontrer les autorités guinéennes et au terme de cette rencontre-là, nous avons pu mettre en place aussi un cadre transfrontalier de travail. C'est un bien commun qui appartient à 3 pays. Nous sommes obligés de créer la synergie d'action pour assurer l'intégrité de cet espace. Et je souhaite que de tels élans continuent. Et nous, Guinéens, Ivoiriens, je pense que nous sommes engagés sur ce chemin-là. Nous voulons que ces réunions-là se répètent et que des moyens suivent, parce que la gestion transfrontalière demande des moyens. Après d'intenses travaux, la réunion s'est achevée par une randonnée pédestre de l'ensemble des participants à la réserve naturelle intégrale du Monemba dans le département de Danane. Notons que cette activité, financée par le Fonds en dépôt néerlandais, a été organisée par l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en collaboration avec le bureau UNESCO à Abidjan, l'OIPR, les organisations consultatives et le Fonds pour le patrimoine mondial africain. Ils ont fait les beaux jours de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Les anciennes gloires, anciens journalistes, techniciens et commerciaux ont décidé de lancer une amicale. Une façon pour eux de contribuer à la bonne marche de la structure, mais également de se retrouver en vue de favoriser la solidarité et la fraternité entre eux. Ils sont venus d'horizons divers. Eux, ce sont les anciennes gloires de la radiodiffusion télévision ivoirienne à la retraite. Ils sont issus de toutes les générations, journalistes, animateurs, producteurs, réalisateurs et techniciens. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, ils ont jeté les bases de la création d'une amicale dédiée aux anciens. Cette grande maison a toujours fait en sorte que tous les événements nationaux dans ce pays soient connus de chaque citoyen. Cependant, ceux qui sont derrière les micros, derrière les caméras, n'ont jamais été à l'honneur, surtout à la fin de leur vie. Il y a un vide qu'il fallait combler et c'est pour cette raison que nous saluons la création de cette amicale. Une rencontre pour sceller les bases de la réflexion et de l'action. Un comité de réflexion est alors mis en place pour élaborer les textes qui régiront désormais cette amicale qui demeurera le creuset de leur existence, histoire de consolider les liens de fraternité et de solidarité. C'est une structure de solidarité, une structure de soutien, une structure qui permettra aux uns et aux autres de faire des échanges, d'avoir les nouvelles des uns des autres, mais également qui apporte son appui lors de certains événements, heureux ou malheureux. Au terme de ce rendez-vous, ils se sont engagés à porter sur les fonds baptismaux les 2 ARTI, l'amicale des anciens de la RTI. Sous d'autres cieux, des Néo-Zélandais de tous milieux sociaux confondus viennent rendre hommage aux victimes des attentats de vendredi, et le tout malgré la pluie d'automne. Tous veulent dire leur respect pour les musulmans et célébrer ce vivre ensemble typiquement néo-zélandais. L'attaque qui a visé 2 mosquées de Christchurch a fait 50 morts. Cette tragédie a provoqué une onde de choc en Nouvelle-Zélande, un pays de 5 millions d'habitants, dont 1% de musulmans, connu pour sa douceur de vivre, sa tradition d'accueil et sa faible criminalité. Dangui Dangui.
De nombreux habitants déposent des fleurs après les attaques qui ont fait au moins 49 morts. Mon fils et mon neveu ont perdu leur grand-père Naji Nabi dans la fusillade d'hier à la mosquée. C'est important pour nous de venir ici pour leur dire merci et leur rendre hommage. À ceux qui ont fait ça, je leur dis, ça n'atteindra pas notre confiance. Nous aimons toujours ce pays, nous continuerons d'adorer notre Dieu et de bénir notre foi dans ce pays sans aucun problème. L'auteur présumé de la tuerie, Breton Tarrant, a été inculpé pour meurtre. De son côté, le gouvernement promet de revoir la législation sur le port d'armes en Nouvelle-Zélande. Pendant que l'on travaille sur la chaîne d'événements qui a mené à la détention de ce permis de port d'armes et à la possession de ces armes, je peux vous dire maintenant, nos lois sur les armes à feu vont changer. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À très bientôt.